Bonjour à tous et bienvenue dans mon voyage. Je m'appelle Lucas et durant l'été 2024, j'ai voulu m'offrir une expérience. Une grande marche de 50 jours, tout seul, empruntant le sentier du GR9 sur 1000 km, du Jura jusqu'à la Méditerranée. Ça a été une aventure extraordinaire, de laquelle je ressors transformé à bien des égards, le chemin extérieur ayant été le reflet d'un cheminement intérieur. Pendant cette période particulière, j'ai souhaité adopter une démarche d'immersion quasi totale. J'ai été coupé pendant tout ce temps de toute ma vie quotidienne, ou presque. En revanche, sur les chemins, j'ai beaucoup écrit, et pris un certain nombre de photos aussi. Alors c'est avec joie que je les ai travaillées, pour en fabriquer ce petit film souvenir, témoin de ma randonnée, afin que chacun puisse le ressentir aussi proche de ce que j'ai vécu. Alors plongez avec moi sur les sentiers du GR9. Je vous souhaite un bon visionnage. Épisode 3, jour 21 à 30. Jour numéro 21, 10 août 24. Le Moucherotte, Bec de Lorient, 22 km. Cette 20e nuit était plutôt cool, mis à part une petite frayeur. Je me réveille en pleine nuit, mon matelas est complètement dégonflé. Panique, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. J'ai vraiment besoin qu'il soit au top jusqu'au bout. D'autant qu'il y a une paire d'années, j'ai déjà eu des problèmes avec un matelas comme celui-là, qui avait présenté de gros défauts après 5-6 nuits à peine. On me l'avait donc changé. Dans cet instant, je le regonfle, en repoussant le problème à plus tard, la priorité étant de dormir. Au petit matin, il est toujours bien gonflé. Cela me paraît étrange. Avais-je mal refermé la valve hier soir? En tout cas, il tient bon, pourvu que ça dure. La météo est impeccable. Je m'installe pour le spectacle, face à la vallée, avec en arrière-plan les massifs de Beldon, des écrins, ainsi que le Mont Blanc dont les silhouettes semblent plus proches dues à un effet de lentille gravitationnelle, se produisant au coucher et lever de soleil. Derrière moi, j'aperçois le groupe de jeunes, assistant également au commencement de la journée. Après de longues minutes d'éclaircissement progressif, il apparaît enfin, dans sa splendeur dorée, se mouvant rapidement. Cette fois-ci, je trinquerai avec une tartine de confit de noisettes, avant d'aller me recoucher pour glaner 1h30 de repos supplémentaire. J'aurai l'occasion en repliant de discuter une nouvelle fois avec ce groupe bien sympathique. Il m'offre pour la route de succulents fruits, abricots et mirabelles, avant de me mettre en marche à 9h15. En descendant, je ne retrouverai pas la jolie plume de jet, malgré mon regard alerte. Tant pis, c'est comme ça. Il y en aura d'autres, peut-être. En bas, à Saint-Nizier, je me réapprovisionne avant d'arpenter de nouveau des chemins inconnus. Une certaine excitation grandit en moi à cette idée. Je suis curieux depuis longtemps de découvrir le Vercors. Je m'engage sur la Sente, qui rapidement se met à descendre de manière extrêmement raide dans une petite vallée que j'ignorais car invisible depuis le Moucherotte. Une fois en bas, ça remonte de l'autre côté. Le soleil donne beaucoup aujourd'hui. Je zigzague en fonction de l'ombre sur le chemin. Aux 3/4 de cette grande montée sportive, je prendrai ma pause dans un petit hameau doté d'une fontaine. Je sens l'accumulation de dénivelé entre hier et aujourd'hui. Ce sont 2 grosses étapes. En principe, ça devrait être plus calme les quelques jours suivants. Je me remets en chemin pour finir cette montée. Au moment de bifurquer à l'ouest pour longer les crêtes nord de Vercors, j'adresse mes au revoir à Grenoble, après 4 jours dans lesquels cette ville a occupé un certain nombre de panoramas. Ce sentier des crêtes, même s'il tire un peu mes muscles à cause de son côté montagne russe, est un régal à parcourir. Le balisage étant très précis, je peux me laisser observer la nature, tantôt rocheuse ou composée de hautes fleurs ou de conifères, avec des belvédères tous les 100 mètres.
J'arrive presque à deviner mon parcours sur la dizaine de jours passés, ce qui me fait prendre un certain recul sur la distance parcourue. À l'un de ces points de vue, je sympathise avec Nisrine et Claire, qui vivent au village d'Autrance, dans lequel je retrouverai William demain. Elle m'indique notamment différents endroits intéressants où planter ma tente, car ce n'est pas plat au bec de l'Orient. Je le constaterai par moi-même un peu plus tard. J'avancerai donc 10 minutes supplémentaires pour m'installer au bord du chemin, à côté d'une des hautes falaises du versant ouest du Vercors. C'est un véritable contrefort qui domine les plaines jusqu'à l'horizon, marqué par les monts du Lyonnais. Tout d'un coup, je sursaute. À Mijoux, il y a 15 jours, j'avais entendu parler d'un important éboulis qui venait d'avoir lieu en Vercors. J'espérais alors qu'il ne se situe pas sur le tracé du GR9. Je le vois, là, sous mes yeux, sur un petit mont plus bas. Il est énorme en effet. Un pan entier de la montagne a glissé, en avalant tout sur son passage, impliquant de ce que je vois, une exploitation de noyers et la route nationale. Aucun mort il me semble, heureusement. La nature peut très vite reprendre ses droits, cela me le rappelle bien. Je m'offre un magistral coucher de soleil devant cet horizon quasi parfait, ce qui me permet d'apprécier le changement des couleurs de l'astre, du jaune au rouge, baissant d'intensité en même temps. À 20 mètres derrière moi, j'entends puis vois passer un gros chevreuil. Je demeure immobile. Il ne m'a pas vu. Il trace alors sa route. Le soleil disparaît au loin. Aujourd'hui, je l'aurais vu se lever, puis se coucher, les deux à l'horizon. Je crois que c'est la première fois que je vis cela. Je m'en sens très privilégié. C'est comme d'avoir connecté dans une plus grande intimité avec notre étoile. J'hésite à me réveiller cette nuit pour contempler les lumières des villes. C'est très tentant, mais je crains que cela perturbe mon sommeil, qui m'est précieux après ces 2 éprouvantes journées. D'autant que demain, je souhaite partir vers 7h30, pour avoir plus de temps avec William. Je verrai donc dans l'instant comment je le sens. Au final, en allant me coucher, il fait déjà nuit noire. J'irai alors jeter un coup d'œil. C'est très joli avec ce croissant de lune jaune en face. Je me remercie d'être allé voir. Jour numéro 22, 11 août 24, Bec de l'Orient, Rancurel, 21 km. Aujourd'hui, je me réveille plus tôt que d'habitude, un peu avant 7 heures. Une nouvelle fois, j'ouvre les yeux de moi-même, un peu avant la sonnerie de mon téléphone. Je crois que cela s'est produit tous les matins depuis le départ. Une heure un peu plus précoce pour arriver à Autran, dans la vallée, à l'heure convenue avec William. Mon matelas a l'air d'être optimal, je suis rassuré. Pas de rosée sur la tente, je plie donc rapidement et pars non sans avoir une nouvelle fois admiré le joli point de vue sur la vallée iséroise. J'ai 7 km et demi à faire. Ce sera une petite promenade de santé, entre du plat et de la descente. Ça fait du bien après les 2 journées précédentes. En chemin, je vois plusieurs tentes et hamacs. C'est ainsi que je m'arrête un moment pour discuter avec Bruno, qui achèvera aujourd'hui un grand tour du Vercors sur une quinzaine de jours. Nous nous donnons mutuellement des conseils sur nos expériences respectives. Puis je me remets en route. En me posant à la place forte d'Autran, je suis surpris par l'activité qui y règne pour un village de cette taille. Au final, ce n'est pas si étonnant. Étant en plein centre d'un des plateaux du Vercors, un dimanche ensoleillé au mois d'août, ça fait sortir du monde. Tous les commerces sont ouverts. William arrive alors. Nous nous étreignons dans une grande joie de nous retrouver. Lui qui avait parcouru les premiers pas avec moi à Saint-Amour il y a 3 semaines. Je vais alors faire quelques courses qui s'avéreront très longues, dues à la densité de clients. Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait en attendant la venue de Will. Nous finissons enfin par nous poser dans le salon de thé, pour commencer à discuter, tout en dégustant un bon gratin dauphinois du traiteur d'en face et quelques viennoiseries qui viennent satisfaire un besoin de sucré grandissant ces derniers jours. Le lieu est bruyant. Nous nous décalerons rapidement vers le parvis de l'église, plus silencieux.
Ce moment me semble hors du temps, moi qui suis si seul d'habitude. Je prends beaucoup de plaisir à échanger nos nouvelles. En prenant la suite du GR9, nous faisons halte chez Soigny et Jérémy, habitants locaux, pour leur emprunter une aiguille afin de recoudre un endroit de ma tente où un petit trou s'était formé, avec du fil que William m'a rapporté. C'est une bonne parenthèse à l'ombre, ils m'offriront l'aiguille, ça peut toujours servir et ça ne pèse rien. Nous gagnons la forêt rapidement, pressés de nous protéger de ce soleil de plomb. Apparemment c'est une journée très chaude un peu partout dans le pays. Heureusement que nous sommes à 1000 mètres d'altitude, cela limite la chaleur. Puis bientôt 1400 mètres, le temps d'une montée plutôt intense. Will en pâtit un peu, le fait de parler en même temps nécessitant des efforts plus importants. Je ralentis mon rythme de croisière, ce qui me permet de moins donner physiquement. Cela participera à rendre cette étape globalement tranquille. Le temps passe, j'aimerais beaucoup que nous puissions atteindre le haut de la crête, avant que Will ne doive faire demi-tour pour respecter son timing de fin de journée. La vie étant très bien faite, nous parvenons en haut pile au bon moment, face à ce qui ressemble à une sorte de portail naturel rocheux, permettant l'accès à la descente de l'autre côté. La vue est très belle, nous prenons un temps pour la contempler. Ce sera une bonne conclusion à ces quelques heures ensemble. Après nos au revoir, nous partons donc chacun d'un côté de la crête. De mon côté, la descente est d'abord raide, puis s'adoucit progressivement, jusqu'à sortir de la forêt. Le paysage a changé, j'ai désormais la falaise dans mon dos, qui longe un grand plateau s'étendant jusqu'à plusieurs montagnes, composant le Royan, que je visiterai demain. Les derniers kilomètres se dérouleront en descente douce, sous la chaleur du soleil de 16-17 heures, et au contact de vaches, vivant leur vie de vache. Je suis bien motivé à terminer cette étape, puisque Marina me rejoint ce soir. J'espère trouver un endroit confortable pour la nuit. Rancurel est tout décoré, plein de rubans de couleurs, dans les arbres, sous les toits et le long des routes, ponctué de petits clowns et de plumes jonchant le sol. J'apprendrai par un habitant qu'il s'y est déroulé il y a quelques jours une grande fête, sur le thème du clown. C'était très vivant de ce qu'il en dit. En entrant dans le village, mon regard est tout de suite attiré vers le parking privé d'une maison, plat, avec une intuition forte pour cette nuit. Je n'y fais néanmoins pas attention, je préfère atteindre le centre du village. Je trouve un endroit plutôt luxueux. Dans un rayon de 5 mètres se situe une table de pique-nique, une poubelle, des toilettes publiques et un endroit plat pour la tente. Petit bémol, nous serons sous la lumière des lampadaires, enfin peut-être s'éteindront-ils entre 23h et 6h, et le lieu est en bordure d'une route. Même s'il n'y a pas beaucoup de passages, ça circule un peu quand même. Nous aviserons ensemble avec Marina, si nous camperons ici ou ailleurs, si nous trouvons un autre endroit plat. Je profite du robinet pour me laver tout le corps, avec mon gant et de l'eau en abondance. Ça fait du bien d'être rafraîchi et propre par la même occasion. Elle arrive vers 19h30. C'est un vrai bonheur de se serrer dans les bras l'un l'autre, et de se regarder longuement. Pour ma démarche d'immersion, nous avons vraiment joué le jeu. On ne s'était pas appelé depuis 3 semaines, seulement échangé une grosse dizaine de messages au maximum. En discutant, nous décidons de ne pas planter la tente ici. J'avais omis un détail qu'elle ne manque pas de me rappeler, elle a sa voiture. Ni une ni deux, nous roulons jusqu'à une rivière 5 km plus loin. Étrange sensation que de me déplacer si vite, de voir le paysage changer si rapidement, et le tout sans le moindre effort physique. Je songe au TGV que je vais prendre pour rentrer de Saint-Tropez jusqu'à Lyon. Ça risque d'être très bizarre pour moi, ce changement brutal de vitesse. À la rivière, nous ne trouvons pas d'endroit satisfaisant pour le bivouac. Je lui évoque alors le lieu qui m'a interpellé en entrant de Rancurel tout à l'heure. Une fois sur place, je m'en vais demander l'autorisation au propriétaire. Je tombe sur Anne-Marie, la voisine d'en face qui arrose son jardin. Elle connaît bien les habitants d'en face, absents, et nous autorise carrément à planter la tente dans leur pelouse, au plat et éloigné de la route. Elle passe un long moment à nous raconter la riche histoire de cette maison, qui était sienne jusqu'à il y a 10 ans. Cela donne du relief, j'aime prendre conscience de l'histoire des lieux, cela invite au respect.
Il se fait déjà tard. Nous mangerons à la lueur de la lampe frontale. Au moment de nous coucher, Marina se rend compte qu'elle a oublié son duvet. Je crains que la température descende aussi bas que les 2 nuits passées. Dans tous les cas, nous n'avons pas le choix. Nous partagerons mon duvet et utiliserons ma veste pour obtenir de la surface supplémentaire. Fatigué de cette nouvelle journée, je prie pour que nous puissions dormir le plus de temps possible. Des flashs d'éclairs lointains centenaires illuminent le ciel. A priori, pas d'orage annoncé dans la région. De toute manière, nous pouvons toujours fermer intégralement la tente en cas de pluie. Jour numéro 23, 12 août 24, Rancurel, Sainte-Eulalie-en-Royan, 18 km. Après plusieurs réveils nocturnes, dus à ces conditions précaires, le jour se lève enfin. Marina a eu plus froid que moi, étant plus frileuse. Par chance, il a quand même fait plutôt chaud cette nuit. Et surtout, il n'a pas plu. Le ciel est totalement dégagé. Le temps de replier et de nous préparer, nous commençons la marche à 9h15. Journée a priori très abordable, excepté une descente qui me pose question, le relief de mon plan étant plus abrupt que jamais. Nous commençons par une montée modérée de 300 mètres. Nous montons proportionnellement à l'augmentation de la chaleur de l'astre du jour. Je suis bien heureux de partager cette journée avec Marina. Nous échangeons nos vécus des derniers jours, moi sur ma marche et elle sur un festival de chant. Elle a enchaîné directement en me rejoignant, c'est donc tout frais. Je m'adapte à son rythme, plus lent que le mien, ce qui me procure une sensation de jour de repos. C'est plutôt bienvenu. Nous sommes seuls sur le chemin. Ce sera le cas pendant toute la journée. Une véritable bulle seulement pour nous. Nous ferons la pause repas dans un lieu de premier choix. Une fabuleuse forêt, au pied d'un hêtre multicentenaire à n'en pas douter, immense en hauteur et largeur du tronc et de la canopée. Un joli moment de calme et de présence. Nous restons un peu sur notre faim, la quantité de nourriture qu'il me reste n'étant pas suffisante pour nous deux. Je tiendrai bon jusqu'à ce soir, avec un restaurant à Pont-en-Royan. Nous nous remettons en marche et arrivons rapidement à cette fameuse descente. La vue est splendide sur de hautes falaises sculptées au cours de millions d'années par la Bourne qui coule en fond de vallée. Cette descente est extrême, très glissante sur une pente qui n'est pas si loin du mur d'escalade. Je n'en avais pas encore sillonné de tel depuis le début. Je suis bien content de l'arpenter dans ce sens, et non dans l'autre. Ça aurait été d'une grande difficulté. J'ai un peu peur pour Marina, en petites chaussures à semelles plates, mais elle s'en sortira plutôt bien. Un petit coup d'un caillou sur le pied, et une petite douleur à l'épaule. Elle marche avec mes bâtons depuis ce matin. Je pense que ça lui a été bien utile pour cette portion. Mais la fatigue gagne progressivement. L'enthousiasme du challenge de cette descente se transforme petit à petit en lassitude. Cela affecte nos discussions, qui perdent en fluidité. Cela nous agace, à tour de rôle. Je me sens triste dans ce moment. Je désirais que ça se passe bien tout au long de cette journée précieuse, après tant de temps sans se voir. Je me sens également préoccupé par le temps. Nous sommes encore loin de Sainte-Eulalie, Marina ayant prévu de faire du stop pour regagner sa voiture pour rouler 3 heures jusque vers Avignon. Et pour ma part, j'espérais manger tôt à Pont-en-Royan pour qu'il fasse encore jour en arrivant à Sainte-Eulalie pour monter la tente, me laver, etc. Et je m'aperçois que sur certains aspects, nous n'imaginions pas la même chose à cause de la relativité de ces choses. Ce que j'appelle une étape tranquille ne l'est pas forcément pour Marina. De même pour ce que j'appelle une très longue pause. Nous conscientisons que ces petits aléas sont des apprentissages dans notre façon de communiquer entre nous, afin que ça se passe du mieux possible la prochaine fois, et dans la vie en général. Elle reviendra marcher à mes côtés sur 3 jours, autour du 2 septembre, afin d'honorer nos 2 ans de relation. Nous nous inspirerons du passage de William hier. Marina viendra chaque jour sur des portions d'étapes qu'on aura choisies ensemble. De cette manière, les moments ensemble seront de vrais temps de balade plaisir.
en prenant le temps de se poser, s'amuser, etc. Et en même temps, j'aurai des moments seuls pour aller à mon rythme de croisière, pour honorer mes étapes à des horaires raisonnables. Elle me suivra en se rendant au point de rendez-vous suivant avec sa voiture. On tente et puis on verra, en espérant que cette formule soit plus propice à l'harmonie qu'on aime tant lorsqu'elle est là entre nous. Marina n'ira finalement pas avec moi jusqu'à Sainte-Eulalie, le temps passant vite. Elle me quittera un peu avant le village de Choranche, après une portion de plat suite à la grande descente, débouchant sur une petite piscine naturelle dont elle profitera. C'est dans un drôle de mélange d'émotions que nous nous souhaitons une bonne suite et que je poursuis le GR9. Une fois de plus, la sensation m'est très étrange de dire au revoir à quelqu'un et puis de repartir à pied. Dans mon fonctionnement, lors de ce genre de situation, il y a toujours un moyen de transport dans l'équation, souvent la voiture. Je mets le turbo. Encore 4 ou 5 km me séparent de Pont-en-Royant et son restaurant. Il me reste 45 minutes pour honorer ma réservation à 19h. J'y parviens pile à l'heure. Je savoure non pas un, mais 2 plats. Pas de dessert quand même. Je suis surpris par la quantité d'eau que j'ingère. 2 litres au resto, puis encore après. C'est très variable au fil des jours, ça m'étonne beaucoup. Le service y est un peu laborieux, on m'oublie plus d'une fois pour mes commandes. Mais j'y trouve mon compte. Cela me laisse tout le temps nécessaire à l'écriture de ces lignes sur table. C'est la posture la plus confortable pour ça. L'inconvénient est que cela prend du temps. En sortant du restaurant, il fait déjà presque nuit. Le chemin jusqu'à Sainte-Eulalie remonte et m'offre une très belle vue sur Pont-en-Royant avant de filer au sud. Je décide de monter la tente ici, sur le côté du chemin. Ça ne devrait déranger personne et me permettra de contempler ce point de vue 2 jours après une bonne nuit de sommeil. Jour numéro 24. 13 août 24. Sainte-Eulalie en Royant, Bouvant-en-Bas. 23 km. Ce matin, je replie avec la satisfaction de ne pas avoir été dérangé en me mettant le long du chemin. J'ai très bien dormi. Ce point de vue est effectivement superbe de jour. C'eût été dommage de le louper en m'installant plus loin. Le soleil est déjà chaud quand je pars. Il est pourtant seulement 9h30. Sur la route, je trouve plein de mûres et une pomme cueillie de son arbre, qui constitueront un petit déjeuner sobrement copieux. Au loin, je distingue le panneau indiquant l'entrée dans la Drôme, 5e département arpenté par le GR9. J'y resterai un bon moment avant les Vaucluse. Je fais les courses à Saint-Laurent-en-Royant un peu plus tard. Je fais le plein pour 5 repas. Franchement, c'est vraiment le maximum. Ce fut un véritable casse-tête pour tout faire tenir dans le sac. Heureusement que c'est la seule fois du voyage que je dois m'approvisionner autant d'un coup. Le sac est devenu très lourd. Et en plus, ça monte. Sur 800 mètres de dénivelé, ce sera le plus dur passage. Ensuite, il s'agira d'endurance kilométrique. Je remarque que très souvent, mes journées commencent par une grosse montée. Il ne me semble pas que c'eût été intentionnel lors de la conception de mon parcours, c'est curieux. En tout cas, ça me convient bien de faire le plus dur de la journée tant que je suis bien frais le matin. Cela accentue ma motivation. Dans cette forêt, les buis sont en feuilles. Je l'avais aussi vu dans la grande descente d'hier. Après plusieurs années d'invasion de la pyrale du buis, les arbres n'avaient plus aucune feuille. De facto, les chenilles ne pouvaient plus se nourrir. Elles ont disparu, en laissant reverdir les buis. Ainsi vont les cycles. Je préfère les voir feuillus, c'est plus joyeux et cela étoffe la forêt. Pendant la montée, je profite de multiples vues sur Saint-Laurent, qui devient de plus en plus petit à mesure que je prends de la hauteur. Ma pause aura lieu quelques kilomètres après la montée du jour. Je me sens content de manger, autant pour satisfaire ma faim que pour m'alléger le poids du sac. C'est dire à quel point il était lourd. Je reprends la marche une fois le zénith franchi. Il y a encore pas mal de kilomètres à effectuer. Je ne croise quasiment personne aujourd'hui, ce qui me fait sentir fortement le contraste entre randonnée à 2, que j'ai vécu ces 2 derniers jours, puis randonnée seule, état devenu normal avec le temps que je retrouve aujourd'hui. Au-delà des notions liées à la marche en elle-même, le rythme, etc.,
La différence se note surtout dans le monde des pensées et du mental. Tout seul, il peut m'arriver de partir loin dans mes pensées, ce qui n'est pas le cas à deux, puisque je nourris des conversations régulières avec l'autre. Dans ce genre d'exploration lointaine de la pensée, il m'arrive d'être moins attentif au balisage. Quand les panneaux repères sont proches les uns des autres, cela ne m'impacte pas dans le suivi du chemin. En revanche, quand ils sont espacés de 3-4 km, là je peux plus facilement faire fausse route. C'est ce qu'il se produira à 4 km de Bouvant-en-Bas. Je ne vois pas la bifurcation, ce qui me mène sur un chemin utilisé visiblement par de grosses machines de l'exploitation forestière, au vu du sol en terre défoncée. Je le suis un moment, jusqu'à ce qu'il devienne beaucoup plus touffu. Je me rends compte alors de l'absence du balisage GR9. A l'aide de mon guide et de ma boussole, je fais le pari qu'en coupant à gauche dans la forêt, je retomberai sur le bon chemin. 5 minutes plus tard, pari réussi! J'ai eu de la chance de réaliser mon égarement à ce moment-là. Les abords du chemin deviennent rapidement des flancs de falaise, impossible à remonter depuis la direction d'où j'ai coupé la forêt. En arrivant dans le village de Bouvant-en-Bas, je me mets en quête d'un endroit plat pour y passer la nuit. Je trouve une place parfaite, une sorte de petit terrain de boule municipal, protégé de la route par un haut talus et un bâtiment. J'y trouve également une table, des bancs, une poubelle, et cerise sur le gâteau, un robinet fonctionnel. Je me mets tout de suite à l'œuvre en lavant tout mon linge et mes cheveux. Aujourd'hui, je guettais une occasion pour le faire. La vie m'a une fois de plus proposé la meilleure solution possible. Merci. Puis la soirée s'enchaîne. J'installe ma tente, je mange un repas bien mérité et j'écris le récit du jour. Durant cette dernière activité, je me sens préoccupé par la météo. Un vent s'est levé, celui qui précède un orage. Des nuages remplissent le ciel, ça et là. Une cellule orageuse développe ses éclairs et son tonnerre juste à côté. Ça n'a pas l'air de venir en direction du village au-dessus duquel le ciel est encore bleu. J'écrivais sur la table à la lueur des lampadaires, qui alors subissent une coupure de courant, se rallument, puis vers 21h15 s'éteignent définitivement. Je m'éclaire à la lampe frontale mais gagne rapidement la tente, les insectes étant attirés par cette unique source lumineuse. Va-t-il pleuvoir cette nuit ? Je me renseigne sur des sites de météo. Apparemment rien au programme, pas de précipitations cette nuit, seulement peut-être demain soir. J'ai pu voir que de violents orages sévissent en France, après l'épisode de forte chaleur des derniers jours. Le vent se calme peu à peu, et l'orage d'à côté se montre plus distant. Je crois en effet pouvoir rester au sec cette nuit. Ouf! Je regarde par curiosité la météo à Saint-Nizier-du-Moucherotte, à Yenne, à Saint-Amour. La pluie tombera plus ou moins fort à ces endroits. Je respire la confiance en la vie, me disant que je suis bien au bon endroit au bon moment. Je ne m'attarde pas trop, la batterie de mon vieux téléphone descend très rapidement. Il m'en reste la moitié et je ne pourrai pas le charger avant 2 jours au restaurant à Beaufort-sur-Gervanne. Je dois donc faire attention. Tout à l'heure j'ai vu un panneau indiquant ma destination de demain, Léoncelle, à peine 4h30 de marche. L'étape devrait être plus que tranquille. Je m'endors sur cette dernière pensée, dans un village paisible et silencieux. Jour numéro 25, 14 août 24, Bouvant-en-Bas, Léoncelle, 16 km. J'ouvre les yeux aux aurores. Je tente de me rendormir quand j'entends quelques gouttes de pluie s'abattre sur la toile de tente. Illico presto, je sors pour fermer intégralement le toit, puis retourne dormir en réalisant que la pluie n'ira pas plus loin que ces 3 gouttes. Vers 7h30, quand j'émerge de nouveau, le ciel est bleu avec d'éparses nuages, tout est sec. Je suis passé entre les orages de la veille. Aujourd'hui, peu de kilomètres au programme. Je prends bien mon temps ce matin, en lavant le linge que je portais hier pour compléter ma lessive, les autres habits étant quasiment secs, ils finiront de sécher sur moi pendant la journée. Je me mets en route vers 9h30. Cette journée commence par la fin de la descente d'hier, jusqu'à la Lyonne, rivière au fond de la vallée. Je remonterai son cours jusqu'à Léoncelle en fin d'étape. Je cueille de nouveau des mûres en chemin,
Je crois que ce sera le cas tous les jours, la saison est lancée. Une fois en bas, j'entame le gros effort de la journée. Une ascension de 800 mètres sans répit pour passer le sommet qui redescend derrière vers la Lyonne. Ce passage n'est pas évident, le chemin a l'air d'être très peu emprunté. D'abord parce que je ne croiserai absolument personne jusqu'à Léoncelle, et puis car son entretien laisse à désirer. La piste déjà peu large se fait bien grignoter des deux côtés par la végétation qui se prend dans mes jambes, en me les lacérant légèrement lorsqu'il s'agit de ronces ou autres plantes piquantes. De plus, cette étroitesse me prive de l'utilisation de mes bâtons, en pleine montée, ce qui accentue mes efforts. Et encore, le poids de mon sac est redevenu habituel avec les 2 repas consommés hier. L'avantage d'un chemin très peu fréquenté est qu'il présente très peu de déchets. Quelques endroits me demandent du fil à retordre pour me repérer. Je prends soin de les noter. À la fin de ma marche, j'enverrai toutes ces notes à FF Randonnée, qui gère le balisage des sentiers GR. Cela leur sera bien utile pour que les GR9 soient impeccables. Ce service est purement volontaire. Marina m'indiquait que des gens sont payés pour faire ça, mais moi ça me va de l'offrir. Ça ne change quasiment rien à mon expérience, ça évitera à d'autres randonneurs des hésitations et détours inutiles, et puis la vie est bien faite. Quand je donne à un endroit, je reçois à un autre. C'est déjà ce qu'il se produit pendant ces jours de marche. Pendant ce dénivelé offrant des vues bien sympathiques, je sue comme jamais. Autant d'habitude dans ce genre d'effort, ça goûte bien, mais là ça coule carrément de mes cheveux, de mon visage. À peine l'ai-je essuyé que des gouttes l'envahissent de nouveau en quelques secondes. Il y a 2 jours, à Pontan-Royan, je songeais à la variation des quantités d'eau que je bois chaque jour. Eh bien, j'ai l'impression qu'il en est de même pour l'eau qui sort via la transpiration. C'est bien variable. J'atteins enfin le point haut et laisse échapper un cri victorieux. L'essentiel est assuré. Maintenant, je vais avancer en me mettant en quête d'un bel endroit pour ma pause. J'attendrai bien 2 km au terme d'une pente descendante semblable à une piste de luge pour trouver un endroit à la rivière. Que ça fait du bien de manger. J'ai bien faim ces temps-ci. Pendant le repas, il se remet à pleuviner. Je guette au loin, tendu. Pas de pluie à l'horizon, et le ciel semble bien net. Fausse alerte en effet, nous en resterons à 3 gouttes comme ce matin. J'ai déjà la sensation d'avoir terminé l'étape puisque seulement 3,5 km de plat me séparent de Léoncelle. Une petite balade digestive, en somme. En regardant la carte du parcours, je m'aperçois que depuis hier, à force de décaler vers l'ouest, tout en descendant au sud au fil des jours, je me situe maintenant plus à l'ouest que Saint-Amour. J'atteindrai le point maximum au cours de la 30e étape, avant de me redécaler de l'autre côté, pour finir par braquer plein est 6 jours avant Saint-Tropez. J'arrive donc rapidement et sans effort à 16h, à Léoncelle, marqué par son abbaye. J'entre dans le hameau en même temps qu'un couple de marcheurs venant de l'autre côté. C'est leur dernière étape d'un trek de 3 jours. Ils dormiront en gîte. Eux non plus n'ont croisé personne. Il faut croire que cette région, pourtant mignonne, attire peu de monde. De mon côté, je découvre un joli coin aux abords de l'église, devant la mairie. J'entre dans le hall pour demander si mon campement ne dérangera personne. Je ne verrai pas d'employés municipaux, mais à la place, une bonne surprise, composée de fauteuils moelleux dans la salle d'attente, complétée par une table basse et une prise pour charger mon téléphone. Je m'assieds confortablement et assiste à une bonne averse dehors, qui a choisi ce moment pour entrer en scène. Décidément, tout est parfait. J'apprécie alors fortement ma condition en cet instant, à l'abri et au sec. L'averse ne durera pas, le sol redeviendra à peu près sec. Entre-temps, je croise Madame le maire, avenante, qui m'indique un endroit derrière l'église où les gens ont l'habitude de bivouaquer. Je discute avec une dame par la suite, qui loge dans le gîte du même bâtiment. Elle me convie à la messe de 18h30, qui aura lieu dans l'église juste à côté, à laquelle elle ira avec son groupe de retraite consistant en de la marche silencieuse. Je m'y rends avec plaisir. Cela me rappellera les souvenirs d'une petite période où j'étais allé assister à quelques messes dans mon village d'enfance avec William, pour voir comment c'était. Et puis surtout, quelle belle manière de marquer la moitié de ma grande marche que par un temps de recueillement spirituel. Je ne suis pas catholique, mais je suis bien content de partager cette messe avec les autres convives. J'y pose cette intention d'être encore bien guidé jusqu'à mon final, à Saint-Tropez.
D'ailleurs, c'est une belle résonance que d'assister à une messe sur le thème de l'Assomption, alors que le point officiel de mon final sera cette fameuse église de Saint-Tropez, qui se nomme Notre-Dame de l'Assomption. La moitié! J'ai beaucoup médité sur ce sujet aujourd'hui. 25 jours de marche et il m'en reste 25. Je mesure beaucoup mieux qu'avant ce que cela représente. Les jours filent les uns après les autres, je perçois les choses différemment qu'au début. Après ce point critique, tout ce qui a déjà été accompli sera toujours plus grand que ce qu'il reste à parcourir. Et j'ai l'impression que les portions les plus difficiles sont passées, avec les massifs importants que j'ai arpentés. Il s'agira maintenant de tenir dans la durée. Il y aura également plus de restaurants dans les étapes que jusqu'alors. Je me félicite intérieurement, c'est déjà énorme d'être arrivé jusqu'ici. Ça me donne confiance pour remettre ça dès demain et tracer jusqu'à la fin. Après cette messe de l'Assomption, le 15 août arrive demain, mais c'était déjà le thème de ce soir. Les convives sympathiques du gîte me proposent de partager leur repas si je n'ai pas assez à manger. J'hésite, puis finis par décliner poliment. J'ai tout ce qu'il me faut, et je souhaite rester dans un état silencieux, plutôt que de repartir en conversation. L'endroit indiqué par Madame le maire est impeccable. Avec des tables, un sol plat sous des arbres, un fil à étendre le linge avec des pinces à linge, je terminerai de faire sécher mes habits propres, et une intimité derrière l'église. En me couchant, j'entends du tonnerre très lointain, correspondant à d'énormes nuages que j'avais aperçus, éclairés par un rouge du couchant. Je garde ma tente en demi-toit ouvert, confiant sur la météo. Je verrai bien. Mon optimisme est calmé par l'allure du ciel, que je devine à nuit tombante, en sortant me brosser les dents. Je fais ça vite pour aller chercher mon linge étendu, puis rabattre le toit de ma tente. Dans la minute d'après, ça tombe, très fortement. Merci l'intuition. Jour numéro 26. 15 août 24. Léoncel, Beaufort-sur-Gervanne. 19 km. La pluie aura peu duré. Cette nuit, je me suis levé et ai pu contempler un magnifique ciel étoilé. Je m'attendais à un ciel similaire ce matin, mais je suis surpris d'observer une mer de nuages très bas, chargée d'humidité, qui met les coins plus hauts dans la brume. Le toit de ma tente est trempé à cause de la pluie d'hier, mais curieusement l'intérieur a aussi un peu pris l'eau, car celle-ci s'est faufilée entre la bâche de protection et le sol de la toile, formant une belle grande flaque. Après plusieurs heures, le tissu imperméable de la toile n'a pas tenu, rendant le dessous de mon matelas mouillé, ainsi qu'une face de mon sac. Je passerai pas moins d'1h30 à tout sécher du mieux que je peux. Faute de soleil, mon gant sera mon allié. C'est déjà une bonne chose qu'il ne pleuve pas quand je suis en activité, c'est vraiment ça le plus important. Puis enfin, je pars, à 9h45, sous une température des plus clémentes. Aujourd'hui, en cette 26e étape du GR9, le programme est plutôt cool. Promenade de santé de quelques kilomètres, petite montée de 200 mètres de dénivelé positif, nouvelle promenade de santé, pause repas, puis balade digestive en descente douce. Il y a eu pire. À l'image du lieu-dit Les Coquins que je franchirai, les indications des panneaux me taquinent ce matin. En partant, je lis plan de baie, 2h45, 10 km. Et 2 km plus loin, aux Coquins justement, je vois marqué plan de baie, 2h45, 8 km. Je maudis d'abord les concepteurs de ce panneau avant de m'en amuser, c'est quand même cocasse. Rebelote 2 km plus loin, plan de baie, 2h15, 8 km. Je ris aux éclats, décidément c'est le bazar. Un étage joyeux m'a gagné. Avec l'apparition progressive du soleil, sa présence me fait du bien. Je distingue pendant longtemps l'église de Léoncel du fait du sol plat. Après 5 km de marche, je la vois encore. Je la quitte pour entrer dans la forêt, symbolisant le début de la petite montée du jour. Je ne croise pas grand monde une nouvelle fois. Je remarque que le fait d'être totalement seul me donne encore plus envie d'être seul. Sur les quelques interactions, je ne cherche pas le contact. Je soupçonne que cela est dû à la différence entre des conversations avec des gens
et le dialogue intérieur qui prend beaucoup de place quand je ne croise personne pendant longtemps. Le contraste est un peu difficile. Je prends ma pause à Plan de Baie, en ayant, comme hier, déjà marché l'essentiel de l'étape. Il reste 5 km. M'asseyant à l'ombre sur un banc, un vent se lève et me donne froid. La chaleur est bien redescendue. Je prends quand même mon temps, mais je suis content de repartir, pour réchauffer mon corps par le mouvement. En cette descente, le biotope environnant change radicalement. Les forêts de hêtres et de conifères ont laissé place à des étendues de chênes et de genévriers. La végétation de manière générale est beaucoup plus sèche. Les cigales chantent. En cette pente menant dans la vallée de la Drôme, nous entrons pas à pas dans le sud de la France. Ce paysage ressemble plus à celui de Saint-Tropez qu'à celui de Saint-Amour comparativement. J'atteins Beaufort-sur-Gervanne sans effort aux alentours de 15 heures. La rivière a l'air propice à la baignade. Je descends les remparts pour trouver un endroit adéquat. Bonne pioche, je trouve rapidement une bande de terre sur le rivage. Derrière coule paisiblement une eau cristalline, passant sous un pont, alternant des parties profondes et d'autres moins, où le courant y est plus intense. Nous sommes au paradis. Je me mets à parler avec 2-3 personnes bien sympathiques, puis plonge dans cette eau rafraîchissante. Après une petite heure, je rejoins le village, en ayant l'œil sur le ciel qui s'assombrit. La météo est incertaine ces jours-ci. Je préférerais avoir un abri sous la main en cas de besoin. J'y trouve mon endroit pour ce soir, une sorte de square public sous des pruniers pourpres. En attendant l'heure de ma réservation au restaurant, je prends le temps de régler la dernière question de ma vie professionnelle qui restait en suspens au moment du départ. Quelques gouttes mouillent mon cahier, je reste vigilant. Le panorama me permet de voir qu'il pleut fort dans le Diois, de l'autre côté de la vallée, où je cheminerai dans 2 jours. En ce moment, c'est un véritable chassé-croisé avec la pluie, dont je sors vainqueur jusqu'à présent. Je prie pour que cela continue encore, au moins pour les 24 prochains jours. Justement, au restaurant, on m'installe d'office à l'intérieur, à cause d'un risque d'orage, ce qui compromettrait l'accès à la terrasse. C'est toujours rigolo pour moi de me situer dans les restaurants du parcours. Après les avoir tous choisis il y a plusieurs mois, observer les cartes puis vérifier tous les horaires il y a quelques semaines, histoire d'éviter les mauvaises surprises suite à des actualisations d'horaires, ça peut arriver. Et là, d'y être en vrai, ça me procure toujours un drôle d'effet. Je mange copieusement, avec délectation. J'ai la sensation d'avoir légèrement manqué de satiété sur les derniers pique-niques. Je crois que c'est à cause du pain. Au magasin, à Saint-Laurent, je n'ai pas eu d'autre choix que du pain blanc en baguette et flûte. Tandis qu'en temps normal, je me nourris toujours de pain complet ou spécial, à d'autres céréales comme l'épeautre. J'ai bien senti la différence. J'y remédierai dès demain à la boulangerie de Beaufort, qui a l'air très bonne, puis pour les prochains repas je passerai par celle de Saillant. En écrivant, je me rends compte que j'ai dépassé la 100e page. La perspective de réaliser un petit film souvenir me fait désormais un peu peur. Avec approximativement 200 pages de texte à la fin, ça va encore être un boulot que de réaliser le petit montage de toutes ces paroles et photos. Néanmoins, je suis bien motivé à laisser une trace représentative de cet énorme périple. Une petite anecdote pour aujourd'hui. À Plan de Baie, pendant ma pause, un camion a fait demi-tour juste devant moi, avec dessus des symboles proches de la fleur de vie, et quelques mots, la pensée sauvage. Considérant que je suis dans une période particulièrement seule dans mon monde intérieur, je trouve cette résonance intéressante. Et ce soir au restaurant, juste devant la fenêtre où je me situe, je vois garer ce même camion. Là, c'est trop fort. Je crois reconnaître les propriétaires du camion. Je dois aller leur demander de quoi il s'agit. Malheureusement, quand je les aborde, ils ne comprennent pas ce que je dis, ne parlant pas français. Étant en train de manger, je les laisse. Sur internet, je me renseigne et apprends qu'il s'agit d'un centre détox et bien-être de la région. Je retiens, c'est toujours bon à savoir que ça existe. Quant à la symbolique pour mon voyage, je l'analyserai plus tard. Sur ce, je m'en retourne à ma tente pour une nouvelle nuit potentiellement pluvieuse sous les pruniers. Jour numéro 27, 16 août 24, Beaufort-sur-Gervanne, col des Réchats.
20 km. J'ai dormi avec le toit fermé, mais au final il n'aura plus que quelques gouttes en début de nuit. C'est bien, ça lui aura permis de sécher les restes de la grosse pluie pendant la nuit à Léoncel. Avant de partir, je profite du lavoir pour laver mes vêtements d'hier. Ce sera ça de fait. Un peu comme chaque jour depuis un moment, il est 9h30 quand je pars, non sans avoir dégusté un bon pain au chocolat dans la super boulangerie du village. Aujourd'hui, dernière étape d'un trio de journées tranquilles. Je sentais les jours d'avant une petite douleur au tendon des pieds, celui qui part de la plante du pied jusque sous la voûte plantaire. Sans doute un petit épuisement. Ce qui est sûr, c'est que mes jambes apprécient ces étapes, moins éprouvantes. Elles se reposent bien. Comme tous les matins cette semaine, cela commence par un instant de mur, que c'est bon. Le relief est très doux dans l'ensemble. Ça alterne entre larges pistes carrossables et chemins étroits de forêts de chênes et de pins. Chaque matin, j'ai mis en place une sorte de rituel. Je me récite toutes les étapes de ma grande marche, une par une. Depuis le temps, je les ai apprises par cœur. Dans la citation des étapes déjà effectuées, je me passe une sorte de flashback ultra rapide d'images correspondant aux journées. Puis je fais un stop pour citer l'étape du jour, et enfin je poursuis avec les autres jusqu'à la fin. Or, il se trouve que ce matin, pour la première fois, je sens une réelle différence entre le nombre d'étapes faites et celui des étapes restantes. C'est vrai qu'avec 27 de faites et 23 restantes, l'écart commence à être bien perceptible. Le reste de la matinée se passera en musique avec le jukebox intérieur, qui s'active plus ou moins selon les journées. Je me pose pour manger en ayant déjà bien descendu les pentes de la vallée de la rivière Drôme, celle-là même qui voit traverser l'axe entre Cray et Die. Je le connais bien cet axe, pour y être venu plusieurs fois ces dernières années pour différentes raisons. Il m'est synonyme de multiples beaux souvenirs. C'est un point qui fait partie des principaux caps du GR9 dans la manière dont je me le figure mentalement. Le prochain sera le sommet du Mont Ventoux, dans une petite semaine. Des vignobles composent cette vallée. Je ne résiste pas et saisis une grappe de raisin à même la vigne pour en déguster les bons grains pendant ma pause. Puis après une paire de kilomètres, je fais escale à Saillant, en me baignant dans la Drôme sous un ciel quelque peu voilé. Je profite de ce moment pour poser par écrit des émotions et pensées qui me sont importantes. C'est aussi à cela que servent les grandes marches comme celle-ci, à laisser sortir et exprimer ce qui en a besoin. Je remonte ensuite dans le village pour me procurer des victuailles pour les prochains repas, puis gagne l'autre côté de la vallée pour me rapprocher de ces austères montagnes du Diois que j'observe depuis 2 jours. De près, elles sont très impressionnantes. Je verrai demain comment est la vue depuis là-haut. Me font face également des nuages noirs qui ont l'air chargés, prêts à dégainer la pluie à tout moment. Je ne parviens pas à clairement identifier le col des Réchats. Je le devine au nombre de kilomètres effectués depuis Saillant. J'ai dû le dépasser. J'entre alors dans le hameau de Châtel-Arnaud pour planter ma tente sur une sorte de place publique en sol caillouteux bien plat, face aux 3 maisons, dont la mairie, qui composent le hameau. C'est vraiment un mini-village avec tous les éléments essentiels, mais en quantité très réduite. Je m'en amuse. Les élections municipales dans ce genre de commune doivent avoir une drôle de saveur. J'ai eu du flair de planter ma tente ici. À peine ai-je tout installé qu'une bonne averse passe pendant au moins 20 minutes. Encore une victoire pour moi face à la pluie. En marchant dans Saillant, j'ai capté 3 mots d'une conversation, inspectant qu'il devrait refaire beau à partir de demain. C'est une bonne nouvelle, je suis preneur. En mangeant, je me laisse un peu trop aller sur les aliments gras. Je le sens à la fin du repas, mon ventre est lourd. Un souvenir hanté me traverse l'esprit, celui du moment où j'ai été malade le 12e jour de l'aventure. Je pense cependant que ce ne sera pas si grave cette fois. C'est juste une digestion qui demandera un peu plus d'effort. Mon corps est au travail. Je vais de ce pas lui donner du repos, en passant une bonne nuit avec le toit semi-ouvert pour laisser circuler la fraîcheur. Jour numéro 28.
17 août 24. Col d'Éréchat, Bordeaux. 20 km. En ce 28e jour, marquant la fin de la 4e semaine de marche, je me lève sous un grand soleil qui me procure le sourire. C'est très bien parce que cela fait 2 nuits que je fais de drôles de rêves qui me remuent quelque peu au réveil. Depuis la tente, j'accoste une dame, en train de remplir des bouteilles à la fontaine. Elle me confirmera que l'eau y est potable. J'y referai le plein. C'est avec entrain que je me mets en route pour une belle montée. Ça m'avait presque manqué. Je croise un châtaignier comme je n'en avais encore jamais vu. Reconnu arbre remarquable, je suis stupéfait à l'idée d'imaginer qu'en l'an 1350, c'était sûrement déjà un bel arbre. Il a dû en voir passer des saisons. En continuant, le balisage devient de moins en moins clair, jusqu'à devenir complètement absent. Je continue le chemin, qui lui-même cesse d'exister au bout d'un moment. Je suis perdu. Cette fois-ci, pas de panique. J'entends des voitures roulant sur la route départementale un peu plus haut. Je n'ai qu'à couper pour la rejoindre, puis de là je me repérerai pour retrouver le GR9. Une fois toutes ces instructions réalisées, je retrouve le balisage et prends conscience qu'entre hier soir et aujourd'hui, j'ai fait un gros détour de bien 5 km. Je ne comprends pas, pourtant hier il y avait bien du balisage GR jusqu'à Châtel-Arnaud, ainsi que ce matin. Était-ce un autre GR ? Tu m'étonnes que je n'ai pas trouvé le col d'Éréchat, il était à l'opposé. Bref, je reprends avec des indications qui resteront très claires jusqu'à Bordeaux, j'en serai très satisfait. Je grimpe à un bon rythme, ponctué de quelques mini-pauses, et j'arrive là-haut plus vite que ce à quoi je m'attendais. Tant mieux. Ensuite, le chemin change de sens pour longer la crête des Trois Becs, donnant accès à des vues plongeantes sur la vallée de la Drôme. Au moment où le GR redescend, un autre chemin continue sur 1,5 km pour atteindre le sommet du massif. La roche courbe, celle qui m'a tant impressionné depuis le bas, avec sa falaise totalement verticale sur des centaines de mètres de hauteur. Cette fois-ci, le détour sera volontaire. Ce sera un endroit plaisant pour ma pause repas. Et j'ai l'intuition qu'en haut, il n'y aura pas de temps. Cela fait 1 semaine que ces petits insectes m'attaquent régulièrement, du moins beaucoup plus qu'avant. Mais là, aujourd'hui, c'est presque du harcèlement. En m'arrêtant discuter avec 2 gars super sympas, nous avons dû nous interrompre à cause des temps trop intempestifs. L'intuition me donnera raison. Une fois au sommet, pas de temps. Et surtout, quelle vue somptueuse! À 360 degrés, je distingue toute la vallée, y compris Cray et sa tour d'apparence minuscule vue d'ici. Je devine de l'autre côté Die, caché derrière une colline, puis toute la route menant plus loin vers Gap. Derrière cet axe, le Vercors se dessine sur son versant sud, mais permettant une vue à J-3 de mon parcours. De l'autre côté, s'étendent les monts du Diois et des Baronnies. Je crois apercevoir le mont Ventoux au fond. Je l'imaginais plus haut. Je pourrais confirmer cela en le gravissant dans 6 jours désormais. Je crois voir également Valence et Montélimar, ce qui me permet de mieux mesurer la distance entre les deux, que j'ai si souvent reliées par l'autoroute ou la LGV via le train. Ce sera justement le cas une nouvelle fois dans 22 jours, à mon retour de Saint-Tropez. Je vis un excellent moment dans ce cadre paisible. Le soleil se cache derrière un gros nuage lointain, mais suffisamment haut pour nous faire de l'ombre. Il est vrai que le ciel s'est peu à peu rempli de nuages. Je me laisse aller à une sieste d'1 demi-heure. Quand je rouvre les yeux, le gros nuage est justement au-dessus de nous, bien foncé. Je vois également beaucoup d'averses sur des zones locales un peu partout. Je me mets rapidement en marche pour les 15 km me reliant à Bordeaux si je veux arriver sec. C'est du plat et de la descente, sur large piste puis route, ce sera une formalité. Je maintiens une cadence soutenue, environ 120 à la noire pour les musiciens. Je m'arrête un moment pour toucher les différents strates de la roche calcaireuse. C'est fou, me dis-je, d'imaginer qu'il y a très longtemps, ces lieux étaient une mer chaude, nommée Tétis, et que les animaux morts ont formé ces couches sédimentaires sur des dizaines de millions d'années, avant que la tectonique des plaques fasse se froisser, puis s'élever ce fond marin, devenant alors la chaîne des Alpes. Tu imagines ? Non, je n'imagine pas. C'est impossible de me représenter une durée si longue. Déjà que je galérais tout à l'heure avec ce vénérable châtaignier, mais là c'est d'un autre ordre, ça reste du mystère.
En marchant, je me plais à contempler l'autre côté des montagnes de ce matin. Je ne connaissais pas du tout ce versant. Je le découvre totalement. Après avoir retrouvé des forêts de hêtres là-haut, la végétation se rapproche de nouveau d'un type provençal. De même pour les charmants villages du coin. Ils me font même penser à ceux du Languedoc, de par leur couleur dominante, les matériaux utilisés, la disposition en pente, les maisons serrées les unes contre les autres, laissant à peine l'espace pour de petites rues aux trajectoires improbables. J'aime ce type de village, je les trouve très beaux. À un moment, je m'arrête. Un chien me barre la route à côté d'une maison. Pas très gros, mais suffisamment pour m'impressionner. Il n'a pas l'air d'avoir envie de jouer, vu ses grognements. Je crois que je l'impressionne aussi. Il n'ose pas m'approcher de trop près. Méfiant en essayant d'avancer, j'entends une voix qui rappelle ce chien. Il n'obéit pas et deux autres sortent de la maison avec la même attitude. Le nombre leur donne de la confiance. Ils viennent me rôder un peu trop près autour. C'est trop inconfortable pour moi. Je demande à la propriétaire située derrière la maison de rentrer ses chiens, avec une pointe d'agacement. Je n'aime pas du tout ce genre de situation. Ils finiront par me laisser, mais me suivent un petit moment jusqu'à enfin me lâcher la grappe. Je continue. De manière générale, je trouve que j'ai moins peur qu'avant du contact avec la nature. Même avec les temps, leur présence ne me plaît pas, mais je les repousse sans en avoir peur, ce qui n'était pas le cas avant. La météo se fait de plus en plus menaçante au fil de ma descente vers Bordeaux. Je ne résiste pas à l'appel de plusieurs bosquets de murs pour un bon goûter. Juste avant les premières maisons, la pluie commence à tomber. Je distingue un abri à 150 mètres. Je me mets à courir pour le gagner plus vite, dans l'idée d'attendre dessous, que ça se calme un peu pour terminer l'étape. Et là, hop, petite main tendue de la vie. Dans ma course, une voiture venant dans mon dos s'arrête. On me propose de m'amener directement au centre du village. Il restait 500 mètres. Je suis très attaché à parcourir l'intégralité du chemin à pied, sans tricher, entre guillemets, en faisant du stop par exemple. Mais bon, vu les 8 km de détour au total aujourd'hui, je peux légitimement accepter cette faveur. D'autant que ces 500 mètres sur de la route plate, goudronnée, n'auraient pas été les plus intéressants de ma grande marche. Face au restaurant de ce soir, en attendant 19h, je me pose sous un abri, en appréciant la pluie qui, une fois de plus, a attendu que je termine l'étape avant de tomber. Merci la vie. 19h sonnent à l'église. Je me dirige vers ce charmant restaurant qui s'avérera être l'un des meilleurs depuis le départ. Une cuisine simple, locale, délicieuse, à prix et quantité très raisonnables, une équipe très sympathique, une sensation de pouvoir vraiment prendre mon temps, le tout dans un joli cadre à écouter du bon jazz. Je passe une très bonne soirée. Ce repas était empreint d'une certaine importance à mes yeux, parce que le prochain restaurant sera dans 5 soirs. En attendant, 100% pique-nique. J'essaierai de varier le menu pour toujours me régaler. Je choisirai la simplicité en me posant dans ma tente sous l'abri dans lequel j'avais déjà attendu tout à l'heure. C'est un véritable luxe d'être sur un béton lisse et plat, d'être au sec tout en regardant et entendant la pluie qui tombe de plus belle. Selon le serveur, ça devrait se terminer dans la nuit, puis déboucher sur une journée nuageuse demain. J'espère que ce sera le cas, pour marcher au sec une journée de plus, qui devrait être relax. Cet endroit est un peu insolite. Je me suis trouvé en grande proximité avec des gens venus s'abriter de la pluie un court instant. Je prie pour que l'activité soit au plus calme pendant la nuit. J'ai besoin de bien dormir pour assurer ce rythme de marche. Jour numéro 29, 18 août 24, Bordeaux-Béconne, 21 km. La nuit a été justement compliquée. J'ai mis plus de 3 heures à m'endormir à cause des diverses activités tardives du village. Une voiture qui démarre, quelqu'un qui a écouté de la musique très forte juste à côté pendant un moment, auquel nous pouvons ajouter le bruit de la rivière et de la dense population de grillons qui s'en est donnée à cœur joie, et la lumière des lampadaires. Puis je me suis réveillé plusieurs fois avant que le ciel ne se peigne d'un bleu plus clair,
à mon grand soulagement. Bon, il a quand même plu à plusieurs reprises, et moi j'étais au sec, c'est déjà une aubaine. Comme prévu, il y a beaucoup de nuages ce matin, qui font la course silencieusement. Avant de reprendre le sentier, je m'approvisionne pour 4 repas, non sans avoir dégusté un croissant matinal. Pour la blague, j'achète des tranches de bacon, en clin d'œil à ma destination du jour. Cette étape ne sera pas très difficile, les pentes sont douces dans l'ensemble. Peu après Bordeaux, je me remplis de délicieuses mûres. Il y en a tellement, je ne m'arrête pas. Mais j'ai un peu peur de trop en manger, ce ne serait pas me rendre service. Une ronce me pique un peu fort, je prends cela comme le signal pour m'arrêter. Les kilomètres suivants, je rencontrerai d'autres arbres fruitiers, qui me tendront généreusement des mirabelles et des prunes. Miam! Une fois le premier col passé, ça redescend. Il a dû beaucoup pleuvoir ici. Je le sens à la nature du sol sous mes pieds. En passant un petit arbre mort qui entrave le chemin, je prends appui avec mon pied gauche, qui glisse d'un seul coup. Mon corps se trouve contrebalancé à droite, me faisant perdre l'équilibre. En tombant, je me réceptionne directement sur la paume de ma main droite, tournée vers l'extérieur, bras tendu. Elle encaisse tout mon poids, plus celui de mon sac qui est au plus lourd, le tout avec l'inertie provoquée par la vitesse rapide de la chute. Je n'ai rien vu venir. Pendant une fraction de seconde, j'ai très peur, qu'il me soit arrivé quelque chose de grave au poignet ou à l'articulation du pouce, ce qui mettrait un terme prématuré à ma grande randonnée. C'est douloureux, mais pas plus que ça. C'est seulement le choc de l'impact. Je me relève, tout va bien. C'est un miracle, au vu de l'enchaînement des mouvements, j'aurais tellement pu me faire bien mal. Je sentirais à un bon moment une tension dans la base du pouce. Il s'en est vraiment fallu de peu, je crois. Je viens de vivre ma deuxième grosse frayeur de cette aventure, beaucoup plus instantanée que la première à la falaise maudite. Je remercie encore la vie d'avoir fait en sorte que cette chute ne laisse aucune conséquence. J'avance jusqu'à ma pause, à une église un peu plus loin. J'y vivrai une très belle interaction avec un sportif qui fait son footing, qui a traversé les Pyrénées il y a quelques années. Cet échange nous aura bien plu. Malgré les apparitions intermittentes du soleil, je me surprends à avoir froid. Le vent y est pour beaucoup. Il souffle fort, c'en est désagréable. Je me dépêche de terminer le repas pour descendre à Dieu-le-Fit pour m'abriter de ce vent. Une fois en bas, je me plais à observer les détails de cette bourgade de caractère. C'est vivant, avec de l'activité, des gens, plein d'artisans, dans un joli décor à la provençale. Cela marque mon entrée dans le parc naturel régional des Baronnies. Un de plus. C'est drôle, je remarque que ma façon de vivre mon GR9 présente des similitudes avec ce que je connais de la vie en tournée. Tout étant planifié à l'avance sur mon guide, je peux me projeter dans le temps, sur où j'en serai à tel ou tel moment. Je répète une même activité, sans que ce soit pour autant la même chose chaque jour, loin de là. C'est de l'itinérance, donc je change de lieu tous les jours, ce qui me fait découvrir un paquet d'endroits. J'adore ça. De fait, à chaque étape, je rencontre de nouvelles personnes, que je ne reverrai sans doute jamais, pour la plupart. Les conversations se ressemblent mais ne sont jamais les mêmes, dans l'énergie, les mots, etc. Puis néanmoins, les soirs et nuits, je garde une constance, avec ces mêmes affaires que je dispose au même endroit dans la chambre d'hôte, dans ma tente. Je prends vraiment mon pied à vivre de cette façon-là, j'y prends un grand plaisir. Je gravis une colline pour me retrouver sur l'autre versant, celui de la commune portant le nom amusant de Roche-Saint-Secret-Bacon. Cette portion du chemin n'est pas tendre. Toute la végétation est piquante. Le sol est blindé de micro-reliefs et de pierres pouvant rouler, et ça semble être un habitat prisé par les temps. Il faut bien l'apprivoiser. À la fin de cette descente, je m'ébahis à la vue d'un champ de lavande. Cela aussi, je les imaginais depuis longtemps. Je savais que j'allais les traverser tôt ou tard. Je ressens une émotion toute particulière à leur contact, que je pourrais décrire comme une joie simple d'être arrivé jusqu'ici, à pied. En bas coule une petite rivière. Je crois qu'il s'agit du Lèze. Je compte bien m'y baigner, mais la pente hors sentier pour y descendre depuis la route est extrêmement raide. Je réussirai à la franchir non sans m'être fait un peu peur à 2-3 reprises.
mais le jeu en valait la chandelle. Quel cadre sublime! L'eau me fait beaucoup de bien. Le soleil perce la canopée par endroits. Je profite de ma solitude pour jouer du trombone, ou presque. Par la suite, je remonte pour entamer 1 ou 2 kilomètres sur le tracé de demain, le temps de trouver un coin propice à mon installation nocturne. Il est 17h. Je suis au milieu de nulle part. Ce n'est pas arrivé si souvent, mine de rien. J'en profiterai pour de nouveau jouer du trombone. La configuration du ciel change à une vitesse folle à cause de la grande procession des nuages. Je me questionne en regardant ceux au-dessus de moi. À quel endroit étaient-ils ce matin? Ils ont dû en faire des kilomètres aujourd'hui. Le vent transporte une douce odeur de lavande, au bonheur de mes narines. Après un bon pique-nique bien fourni, ça déconne pas, attention! Je me couche toit fermé pour m'abriter non pas de la pluie, mais du vent qui souffle encore très fort. Jour numéro 30. 19 août 24. Bacon, col Flachet. 17 km. Le jour se lève au terme d'une nuit qui elle aussi ne figurera pas dans le top des nuits les plus reposantes. Je crois que c'est le vent qui m'a dérangé. En faisant du bruit contre la toile, cela a activé mon réveil instinctif, ce qui a assuré la nuit en plusieurs phases, constitué encore d'étranges rêves. Je me dis que peut-être c'est que j'ai simplement besoin de moins de temps de sommeil qu'au début. C'est vrai qu'en cette deuxième moitié de mon périple, je n'ai pas l'impression de devoir fournir beaucoup d'efforts. De fait, quand je me couche, le sommeil viendrait moins facilement? Je ne sais pas. J'affinerai cette question au cours des prochaines nuits. Le défilé accéléré des nuages bat toujours son plein quand je me remets sur le sentier à 9h. Au programme, beaucoup de montées, étalonnées en plusieurs temps, de quoi gravir la montagne de la Lance. En la comptant, il reste seulement 5 pics à grimper, entre des étapes au relief plus doux. Petit à petit, ça commence à sentir la fin. Aujourd'hui, c'est le cap des 30 jours de marche, qui coïncide avec celui des 600 km. Ça commence à faire. Sur la vue globale du tracé, je vois que j'ai atteint hier le point le plus à l'ouest. Dorénavant, tout en continuant vers le sud, ça revient un peu plus vers l'est. Le vent souffle de plus belle en ces premiers kilomètres. Cela me pompe beaucoup d'énergie. Mais après réflexion, je me dis qu'il est préférable à la pluie. Je reste au sec, il maintient les insectes à l'écart, je pense surtout au temps. Et en l'occurrence, il vient du nord. Je l'ai donc souvent dans le dos, c'est plutôt cool. Juste avant l'ascension de la montagne de la Lance, je m'arrête pour écouter un très beau carillon, d'une taille respectable, mettant à l'honneur la gamme de si bémol majeur, la faisant résonner de façon très subtile, suspendue, au rythme du vent. Quelques kilomètres plus loin, je me dis que je n'ai pas encore eu d'interaction avec d'autres humains aujourd'hui. Pile à ce moment-là, une dame apparaît dans mon champ de vision. Elle m'indique qu'en haut il fait froid, qu'il y a du vent, et qu'en plus c'est tout brumeux. En revanche, elle m'informe que les patous de l'alpage ne sont pas là. C'est une nouvelle rassurante. Peu après, je croise 3 gars en kawaii. L'air se rafraîchit effectivement.
Le sommet se rapprochant, je vois que les cimes lointaines, plus hautes, se perdent dans la brume. Pourtant, j'ai une très belle vue, bien dégagée sur la vallée du Rhône. Je me trouve maintenant au niveau de Bolène. Je décide de m'arrêter ici pour ma pause repas. Même si c'est un peu plus tôt que d'habitude, je préfère manger devant une vue imprenable que dans le brouillard. Je choisis un buis pour m'abriter du vent, c'est parfait. C'est intriguant. Les nuages continuent d'arriver en nombre dans mon dos, mais disparaissent instantanément juste après la montagne, laissant une vaste zone dégagée jusqu'à l'horizon. Je crois que c'est cela que l'on nomme un anticyclone. Si c'est bien le cas, je suis alors très content de me diriger dans sa direction, pour retrouver un soleil permanent, après une semaine à passer entre les gouttes. D'ailleurs, plus le temps passe, plus la barrière nuageuse perd du terrain, mettant à nu toute la montagne. Je me sens chanceux encore une fois, le timing est parfait et je vais avoir droit à une vue à 360 degrés une fois au sommet. J'aperçois d'un côté les Trois Becs, où je me situais 2 jours plus tôt. Je m'étais donc trompé en croyant voir le mont Ventoux, c'était bien la montagne de la Lance. Celui-ci est à présent bien en évidence, de l'autre côté. Cette fois c'est sûr, c'est bien lui, massif avec son antenne au point le plus haut. Rendez-vous là-bas dans 4 jours. Malgré cette beauté panoramique, je ne me tarde pas à cause du vent, qui met à l'épreuve mes plumes. La plus grande pliera, mais ne rompra pas. Les rafales ont l'air moins intensives au fil de la redescente. Le balisage m'a échappé depuis le sommet. Je me rends compte à une intersection à 3 voies, aucune indication, même d'où je viens. À gauche ou à droite? Je pars d'abord à droite, mais je sens l'intuition qui me dit de rebrousser chemin et de partir de l'autre côté. Je l'écoute au bout de 100 mètres et fais demi-tour. Après 1 kilomètre, je tente de me repérer par le relief, représenté également sur la carte IGN de mon guide. Je crois y parvenir. Je m'aperçois que j'ai fait le bon choix. Le GR9 retrouve cette piste carrossable après 1 ou 2 kilomètres. Lui suivrait la crête jusqu'au bout. Tant mieux finalement que je me sois trompé pour une fois. Cela m'aura fait éviter le vent. J'exprime ma joie en le retrouvant. C'est toujours soulageant. En chemin, je croise Brigitte et Ludovic. Le contact passe très bien et il me propose de passer la nuit chez la tante de Ludovic, chez qui il loge également ces temps-ci. Elle vit juste à côté. Quelle aubaine! C'est inespéré! Je ne m'attendais pas du tout à ça aujourd'hui. Nous nous retrouverons en bas après que eux soient montés là-haut. C'est alors tout guilleret, le cœur plein de gratitude, que je reprends la descente. Le chemin me rappelle par une petite glissade de bien rester concentré jusqu'au bout. Avec toutes ces pierres roulantes, il est nécessaire d'être attentif à chaque pas. Une fois en bas, le chemin quitte la route, devenu goudronné, pour s'enfoncer dans les broussailles. J'hésite, je veux être sûr que nous arrivions à nous trouver, mes nouveaux amis et moi. À 200 mètres, a l'air de couler une rivière. J'ai du temps, je fais l'aller-retour pour m'immerger dans l'eau. C'est toujours agréable. Puis à 16h, je m'assieds au bord de la route pour les attendre. J'ai bien fait de revenir, il n'y a aucun réseau téléphonique dans le coin. Ce sera donc à l'ancienne. Me postant au bon endroit, ils devraient bien me trouver, conformément à ce que nous nous sommes dit. Je stresse un peu. Et s'il y avait une autre route plus haut qu'ils pourraient prendre et de fait me louper? Ce serait dur, après m'être imaginé dans d'excellentes conditions ce soir. Je poserai la question à 2 passantes qui connaissent très bien les environs. A priori, c'est la seule route possible pour aller à la Lance en voiture. Je suis rassuré, il n'y a plus qu'à attendre. Le temps passe, je m'impatiente. À 19h, je décide de marcher le long de la route pour trouver du réseau afin de prendre des nouvelles des amis. Ils ont bien profité là-haut. Ils seront en bas vers 19h30. Ils me récupéreront alors que je flâne de ronce en ronce en quête de mur. Toujours un effet bizarre de prendre la voiture, même pour une courte durée. Jusque chez Bab, la tante de Ludovic, qui nous reçoit à bras ouverts dans ce que j'appellerais une grande réception. Je m'en souviendrai longtemps. Ce soir, c'est la totale. Lessive, piscine, apéro, repas d'une qualité dépassant bien des restaurants et auberges. Je me nourris abondamment. Puis douche et nuit dans un lit bien moelleux, au sein d'une belle maison en pierre. Puis une soirée de très bonne compagnie. J'ai bien apprécié nos discussions et partages. Une voix intérieure me dit «
Souviens-toi, après ta marche, quand tu seras de retour dans ta vie quotidienne, souviens-toi de tout ce luxe qui t'entoure en permanence. Savoure-le toujours à sa juste mesure. Je m'en souviendrai bien, oui, ça c'est sûr. La fatigue me rattrape. Je me reposerai d'un sommeil qui a toutes les conditions pour être lui aussi de grande qualité.